Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation de la série consacrée à l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de gestion de la faune dans les concessions forestières d'Afrique centrale. Cette série de formations a été créée dans le cadre d'un projet porté par l'ASBL Nature Plus et en collaboration avec Jean Blou Agrobiotech. Ce projet s'intitule Formation et diffusion des outils de gestion de la faune à destination des acteurs de la gestion forestière du bassin du Congo. Ce projet a été financé par le programme PPECF et cofinancé par l'Union européenne. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo de formation. L'exposé que je vais vous présenter aujourd'hui a été conçu par Barbara Auré de Nature Plus. Je m'appelle Eric Arnem et j'ai travaillé pendant 20 ans dans le secteur de la conservation en Afrique centrale. J'ai aidé de nombreuses entreprises forestières sur cette thématique de la gestion de la faune. Aujourd'hui, je suis consultant formateur sur cette formation pour Nature Plus. Voilà, alors aujourd'hui, je vais vous parler de la technique des transects linéaires à largeur variable avec la méthodologie du distance sampling. Donc il s'agit d'une méthode d'estimation de densité, donc qui va nous faire aboutir à un nombre d'individus par kilomètre carré, donc par unité de surface. Et cette technique spécifique des transects linéaires à largeur variable va nous permettre d'utiliser des indices indirects de présence, et il va nous falloir beaucoup de ces indices indirects de présence animale. Il faut savoir qu'en forêt tropicale, eh bien, la visibilité diminue donc avec la distance par rapport où nous nous trouvons. Donc au bout de quelques mètres déjà, il y a beaucoup plus de difficultés pour pouvoir détecter la présence non seulement des animaux, mais certainement des indices indirects comme des traces, des empreintes, des crottes, des restes de repas, etc. Donc, cette technique du distance sampling, on va l'utiliser principalement pour des espèces comme les éléphants, les gorilles et les chimpanzés, donc les grands singes, et parfois pour les petits primates. Alors avec les premiers, donc les éléphants, on va utiliser principalement l'indice indirect de présence que sont les crottes. Avec les grands singes, on va utiliser leur nid de nuit. Et avec les petits primates, là, nous allons utiliser plutôt des observations directes de leur présence. Donc des observations visuelles ou acoustiques. Comme nous utilisons des indices indirects de présence animale, eh bien, il va falloir à un moment donné les convertir, ces indices, en nombre d'individus. Et donc, ces conversions viennent avec des facteurs qui amènent de l'imprécision sur l'estimation de densité. Il faut savoir que cette méthodologie nécessite beaucoup de rigueur, que ce soit tant au niveau de la collecte de données qu'au niveau de son analyse. Elle nécessite également une expertise particulière, certainement pour les analyses. Et au moment de l'échantillonnage, donc au moment de la collecte des données sur le terrain, eh bien, vous allez le voir, elle nécessite pas mal d'efforts. Donc voilà, au fur et à mesure des diapositives que je vais vous montrer, vous allez vous rendre compte que donc, c'est une technique qui est relativement complexe. Et aujourd'hui, en Afrique centrale, seul le Cameroun l'impose pour les estimations de densité. L'impose ou la reconnaît, en tout cas pour les estimations de densité. C'est donc cette technique et seulement cette technique qui va être utilisée pour notamment établir des quotas dans les zones de chasse, faire des inventaires de faune dans les concessions forestières ou les aires protégées. Alors ce petit exposé d'aujourd'hui n'a pas du tout pour prétention de vous faire comprendre les détails de l'utilisation de cette méthode du distance sampling. Et pour ça, je vous renvoie plutôt vers ce cours en ligne qui est disponible en cliquant sur le lien, ou plutôt, comme c'est une vidéo, en allant recopier le lien que vous voyez ici dans votre web browser, et ça vous permettra d'avoir accès donc à un cours beaucoup plus détaillé
sur cette méthodologie du distance sampling. Et bien sûr, il y a également beaucoup de ressources qui sont disponibles en allant simplement sur le site distancesampling.org. Et donc pour les informations de base qui vont être présentées lors de cet exposé, eh bien je m'en réfère simplement à notre fameux guide faune, donc dans lequel vous allez retrouver la fiche technique de cette méthodologie de la page 96 à la page 100. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, il convient ici de faire une petite précision concernant la sémantique utilisée. Donc on va parler de techniques de collecte de données via les transects linéaires à largeur variable et on va parler de méthodologie d'inventaire de faune distance sampling. Donc, distance sampling, ça va être la méthode utilisée pour collecter et analyser des données d'inventaire phonique au travers de la technique des transects linéaires à largeur variable. Et donc, ces transects linéaires à largeur variable vont être parcourus selon une direction prédéfinie, un azimut, et ils vont être linéaires puisque ici, on ne va pas chercher à trouver les passages de moindre résistance, sinon qu'on va, comme vous le voyez dans la photo ici à droite, on va traverser les obstacles qu'on peut traverser, et en tout cas avoir des transects ou des léons linéaires, complètement linéaires. On va vouloir favoriser l'ouverture des transects de manière simultanée à la réalisation de l'inventaire. Alors, c'est pas toujours possible dans le cas de certaines concessions forestières, puisqu'on va alors profiter de la présence de léons d'aménagement pour pouvoir faire ces inventaires faune lors d'une caractérisation initiale des populations animales dans la concession forestière. Mais mis à part ce cas de figure, on va tout le temps préférer réaliser donc cette ouverture de transect en même temps qu'on collecte les données sur la faune. Et ça, c'est en réalité pour éviter des biais qui peuvent aller en fait dans les deux sens. Il peut y avoir des biais d'utilisation préférentielle de ces transects ouverts par les animaux, notamment les céphalophes, qui préfèrent eux aussi passer par les chemins de moindre résistance. Et s'ils voient une belle ligne droite qui a été tracée en forêt, eh bien, ils vont vouloir préférentiellement la parcourir. Et donc, on va avoir beaucoup plus de traces sur ces transects dû à ce passage préférentiel de certaines espèces. Et on peut avoir aussi le cas de figure inverse, où au contraire, le fait d'avoir ouvert ces léons linéaires, eh bien, ça peut faire fuir certains animaux, et donc on ne risque plus, en passant quelques jours plus tard pour faire notre collecte, on risque de ne plus voir leurs traces et leurs indices de présence. Alors, puisqu'on parcourt déjà ces transects linéaires, on va en profiter pour relever finalement toutes les informations qu'on peut obtenir sur des espèces animales dont on va trouver des indices de présence sur ces transects linéaires de la même manière que sur un transect de reconnaissance ou un Riki. Et donc pour ça, on va relever des indices sur une bande de 1 mètre de part et d'autre de ce transect linéaire. Donc on va finalement utiliser un transect linéaire à largeur fixe. 1 mètre de part et d'autre, ça fait donc une largeur de 2 mètres. Par contre, pour les espèces pour lesquelles on va souhaiter spécifiquement obtenir une estimation de densité, et là il s'agit de nouveau de nos éléphants, gorilles, chimpanzés et éventuellement céphalophes, là on va mesurer maintenant les distances perpendiculaires entre le centre du transect et l'observation ou l'indice qu'on a observé, peu importe où il se trouve par rapport au centre du transect. Donc même s'il se trouve au-delà de la bande de 1 mètre, on va le comptabiliser et on va mesurer la distance perpendiculaire entre le transect et l'indice.
Donc vous avez compris, pour les grands singes, il s'agit de mesurer les distances perpendiculaires au nid, pour les éléphants, au tas de crottes. Et il est important de noter que quand on va mesurer cette distance perpendiculaire, eh bien, il y a un risque que nous observions, ou en tout cas que la personne qui sort du transect pour partir mesurer la distance perpendiculaire, vu que cette personne peut obtenir une perspective différente, eh bien, il se peut qu'elle observe des nids supplémentaires. Donc, ces nids qui n'ont pas été détectés depuis le transect vont être considérés comme des nids non visibles donc depuis le transect et donc ne vont pas être pris en compte dans cette analyse distance sampling. Uniquement les nids visibles, ceux qui ont été détectés depuis le transect, vont être considérés. Donc encore une fois, ça ne veut pas dire que pour les nids non visibles, on ne va pas relever notamment leurs points GPS, etc., ni enregistrer leur présence, mais de toute façon, on ne va pas les considérer ici. Et en ce qui concerne donc la réalisation de ces transects linéaires, bien, on va le faire comme pour les autres méthodes d'inventaire par Léon ou par transect. On va préférer le faire en journée pour des raisons de visibilité et également de sécurité. Et on va également préférer le faire par temps sec pour les mêmes raisons. De toute façon, ces léons linéaires ne se parcourent qu'à une vitesse maximale de 1 km à l'heure pour nous donner le temps de vraiment fouiller, chercher ces indices de présence. Alors sur ce schéma ici, vous voyez donc un exemple d'une zone à inventorier sur laquelle on a établi des transects linéaires. Alors une petite note ici, quand on place des transects linéaires dans notre zone d'échantillonnage, eh bien on va préférer les positionner de manière perpendiculaire au cours d'eau, c'est-à-dire parallèle au gradient de végétation, en s'éloignant des cours d'eau. Et donc quand on zoome sur un de ces transect linéaire, eh bien vous voyez que ici on le suit parfaitement ce transect linéaire, donc on suit la ligne rouge et on ne va pas essayer de chercher des passages de moindre résistance, mais par contre on va mesurer encore une fois cette distance perpendiculaire au transect jusqu'aux indices à enregistrer. Et c'est pour ça qu'on parle de transect linéaire à largeur variable pour ces indices qui sont rares et qu'on va vouloir de toute façon enregistrer, même s'ils sont au-delà de la bande typique des 1 mètre de part et d'autre du transect. Alors voici une carte pour vous montrer un exemple d'un dispositif d'échantillonnage dans une concession forestière. Ici, on est au nord du Congo et vous voyez qu'il y a plusieurs dizaines de transects qui ont été positionnés dans ce dispositif et chacun fait une longueur d'environ 5 km. Donc vous voyez l'ampleur de la tâche ici, quand on doit inventorier une large zone comme celle-ci. Et donc en ce qui concerne l'équipe d'inventaire, elle est constituée de plusieurs personnes, toujours un machetteur évidemment, qui réalise une ouverture donc minimale. Et spécifiquement pour cette technique de transect linéaire, on va vouloir avoir un très bon boussolier qui va être chargé de positionner les jalons donc pour pouvoir mesurer donc la longueur du transect et surtout qui va s'assurer qu'on respecte bien l'azimut ou en tout cas que le machetteur respecte bien cet azimut et il va donc le guider au travers des différents obstacles. Ce boussolier va être alors suivi par un observateur, un premier observateur qui, lui, va se charger uniquement de chercher les indices qui se trouvent en hauteur, donc dans la canopée, typiquement des nids de chimpanzés. Alors,
là aussi, une particularité par rapport à la méthodologie de distance sampling, et donc la technique des transects linéaires à largeur variable, eh bien, c'est qu'il va y avoir une personne en plus qui est cet assistant pisteur qui va être chargé de mesurer les distances perpendiculaires aux indices qui auront été détectés, et il va le faire à l'aide d'un pentadécamètre. Et pour le reste, il y a toujours un chef d'équipe qui va jouer le rôle d'observateur également. Et lui, son travail va consister à rechercher les indices de présence animale au sol et également tenir un topophile qui va permettre de mesurer précisément la longueur du transect qui a été réalisé. Il va également enregistrer les indices qui ont été détectés et prendre note de leur position géographique. Et encore une fois, les porteurs suivent l'équipe scientifique parce qu'on ne veut pas justement que le passage et les pas des porteurs puissent effacer des éventuelles traces animales sur le transect. Qu'est-ce qu'on va relever comme indice? Eh bien, typiquement, comme pour les requis, eh bien, on va relever des indices sur la présence animale, mais également sur la présence humaine. Donc ici, on va distinguer deux types d'observations. Les observations directes des animaux, c'est-à-dire les observations visuelles, donc de la présence effective de ces animaux. Ou alors, on va entendre ces animaux vocaliser, et on sait que ce sont des observations directes parce que simplement, il n'y a pas de décalage dans le temps. On voit ou on entend les animaux, ce qui en fait des observations donc directes par opposition aux observations indirectes qui, elles, sont des indices de présence. Il s'agit notamment des crottes pour les éléphants et pour les céphalophes, mais aussi des nids pour les gorilles et les chimpanzés, par exemple. Mais en plus de ces observations indirectes, on va également relever la présence de terriers, d'empreintes et de restes alimentaires sur une bande de 1 mètre de large, à la manière des transects de reconnaissance. Et donc les données collectées vont être typiques de celles qui sont relevées lors de collecte de données sur Transect. On va bien entendu on va enregistrer de quelle espèce animale il s'agit, de quel type d'indice. On va prendre une position géographique de cet indice et également évaluer l'état de fraîcheur de cet indice, autrement dit l'âge de l'indice. On va également, si c'est possible, prendre des informations sur le type de végétation dans lequel l'indice a été relevé. Et alors spécifiquement pour ces animaux, ces espèces pour lesquelles on va vouloir estimer une densité et pour lesquelles on va utiliser la technique des transects à largeur variable, eh bien, on va également mesurer les distances perpendiculaires. Alors on pose toujours la question de savoir comment est-ce qu'on fait la différence entre les différents nids de grands singes. Donc, comme vous le savez probablement, les grands singes, donc les gorilles et les chimpanzés, font un nid de nuit, chaque nuit, et les gorilles vont également faire des nids au sol et des nids arborés. Donc ce qu'on appelle un nid au sol, c'est un nid qui se retrouve à moins de 2 mètres de hauteur. Et un nid arboré, eh bien, comme son nom l'indique, c'est un nid qui se trouve plus haut dans un arbre. Donc, les chimpanzés ne font pas de nid au sol. Il n'y a que les gorilles qui le font. Ce qui fait que ça va être un point distinctif qui va nous aider à identifier et en tout cas à attribuer le nid à l'espèce gorille quand on trouve un nid au sol. S'il y a des nids arborés qui se trouvent à moins de 50 mètres d'un nid au sol et qu'on estime qu'ils ont été faits le même jour et qu'ils ont donc le même âge, alors il peut s'agir effectivement d'un groupe de gorilles dont certains ont dormi au sol et d'autres dans les arbres. Mais encore une fois, pour les chimpanzés, il n'y a jamais de nid au sol.
Et un autre signe qui va nous aider à pouvoir attribuer le nid, eh bien, c'est la présence de crottes qui peuvent être reconnaissables entre les deux espèces. Donc, s'il y a une crotte à côté ou en dessous du nid et que cette crotte correspond à l'espèce gorille, eh bien, on saura que le nid a été fabriqué par un gorille. De même, un nid arboré en dessous duquel on va retrouver des crottes de chimpanzés, eh bien, on saura que ce nid peut être attribué aux chimpanzés. Et donc, il peut arriver des cas de figure où on trouve un nid arboré, mais sans indice particulier. Donc, pas forcément d'autres nids au sol et pas forcément de crottes aux alentours. Donc, c'est un nid arboré dont on ne va pas savoir attribuer l'espèce qui l'a fabriqué. C'est ça, c'est pas très grave. On va simplement le noter comme espèce indéterminée ou grand singe. Et il y a des moyens a posteriori de pouvoir les catégoriser. Alors, quel est le principe donc de cette méthodologie? Donc, quand on utilise la technique d'inventaire par transect linéaire à largeur fixe, attention, ici je parle bien de largeur fixe, eh bien, on va estimer un nombre d'observations par unité de surface. Donc, l'aire inventoriée, la surface, ici, on va considérer donc l'aire d'un rectangle. L'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Et ici, la largeur, en fait, c'est 2 fois la taille de la bande de chaque côté. Donc, on a une bande à gauche, une bande à droite du transect. Donc, la largeur de cette bande, eh bien, on va la doubler. Donc, 2 fois la largeur fois la longueur, eh bien, ça nous donne l'aire de ce rectangle. Et le nombre d'observations, eh bien, c'est le nombre total d'indices ou d'observations qui ont été faites dans ce rectangle. Donc ici, la densité, ça va être, si on a observé 14 indices, donc ici, ce sont les points qui ont été entourés en rouge, eh bien, on va avoir 14 sur la surface qui, ici, imaginons que on ait une bande de 5 mètres de part et d'autre, eh bien, ça va faire 2 fois 5, 10, fois la longueur du transect, 100 mètres, eh bien, ça va être 10 fois 100. Donc, on est à 1000 mètres carrés. Donc, on a 14 observations par 1000 mètres carrés. Mais ici, une des conditions pour pouvoir utiliser cette méthode pour estimer les densités, c'est qu'on relève tous les animaux ou tous les indices sur l'entièreté donc de cette largeur. Donc c'est similaire à ce qui se fait quand on utilise les inventaires d'aménagement pour les espèces végétales. Donc on a une bande de part et d'autre dans laquelle on va chercher tous les arbres. Et bien ici, ce serait la même chose. Sauf que pour les animaux, eh bien, c'est compliqué, car en forêt tropicale, eh bien, la visibilité est faible et les densités animales sont également faibles. Donc ici, on va plutôt utiliser non pas des observations directes des animaux, donc non pas les individus eux-mêmes, mais des indices indirects de leur présence. Donc ça, c'est déjà une première chose pour pallier au fait que voilà, il y a peu d'animaux, donc on va pas pouvoir les voir eux-mêmes, mais des indices indirects de présence plutôt. Et comme il y en a peu également, et qu'elles ne sont pas forcément facilement visibles, eh bien, ces indices de présence, on va tous les prendre, même s'ils sont au-delà de notre bande de détection, donc au-delà de notre largeur fixe. Là, on va les relever, quelle que soit la distance. Donc ici, vous voyez, donc on a rajouté des observations supplémentaires ici par exemple, donc au-delà de notre bande, ce qui fait que la distance maximale à laquelle, des perpendiculaires maximales à laquelle ces observations ont été faites vont donc élargir notre transect. Et donc ça va nous permettre
d'augmenter le nombre d'observations ou donc d'animaux ou indices qui sont détectés. Et ça augmente aussi l'aire inventoriée. Par contre, il est absolument nécessaire de pouvoir estimer aussi le nombre d'indices qui n'a pas été détecté. Donc il faut compter le nombre d'indices présents, mais également ceux qui n'ont pas été détectés. Donc ici, si on en a détecté ceux qui sont entourés de rouge, on se rend compte qu'il y en a qui n'ont pas été vus depuis notre transect. Et donc il faut calculer une probabilité de détection pour ces indices-là. Donc ici, on imagine que la distance perpendiculaire maximale à laquelle on a pu faire une observation, c'était 10 mètres. Donc 10 mètres, c'est ce nouveau W qui est, on va dire, 2 fois plus grand que le premier, celui à largeur fixe. Hein, donc la distance perpendiculaire était 10 mètres dans cet exemple, et la longueur était toujours 100 mètres. Donc ici, on a observé 8 indices. Par contre, il y en a 32 en tout. Mais nous ne les connaissons pas puisque nous ne les avons pas observés. Si c'était possible de les observer, ce serait facile, on dirait simplement qu'il y en a 8 qui ont été observés sur les 32 présents réellement. Donc ça fait une proportion d'indices de 1 sur 4. Et donc à ce moment-là, si on était capable de savoir ce qu'on n'a pas détecté depuis le transect, eh bien on calculerait cette densité simplement en faisant le nombre d'observations divisé par l'aire du rectangle fois la probabilité de détection. Donc on va diviser le nombre d'observations par la probabilité de détection. Donc il faut comprendre que la probabilité de détecter un indice de présence animale diminue avec la distance perpendiculaire au transect. Effectivement, au plus cet indice se trouve éloigné du centre du transect, au moins on a de chances de pouvoir le voir. Et c'est ce qu'on observe quand on fait un histogramme des fréquences des distances perpendiculaires. On se rend compte que dans les petites classes de distance, c'est-à-dire par exemple de 0 à 2 mètres, eh bien, on va retrouver beaucoup plus d'observations que dans la classe suivante, par exemple 2 à 4 mètres, 4 à 6 mètres, etc. Donc on va avoir très peu d'observations d'indices sur les grandes distances, et par contre on va en avoir beaucoup avec des distances perpendiculaires très courtes. Et cet histogramme-là va nous permettre finalement d'estimer notre probabilité de détection. Alors comment allons-nous pouvoir déterminer cette probabilité de détection? Donc on retrouve ici notre histogramme des fréquences d'observation dans les différentes classes de distance, hein, en s'éloignant donc du centre du transect qui se trouve ici. Donc cet histogramme nous montre le nombre d'observations qui ont été faites par les différentes classes de distance. Et donc on va essayer de modéliser finalement la diminution dans la fréquence de l'histogramme. Et cette modélisation, on la retrouve avec cette courbe ici en rouge qu'on appelle la courbe de détection. Si nous avions observé toutes les observations qu'on pouvait faire sur les classes de distance qui sont proches du transect, et si on estime qu'il n'y a pas de perte de densité, eh bien normalement on aurait dû avoir un histogramme qui est tout à fait rectiligne ici, qui ne diminue pas jusqu'à une certaine distance. Donc ça, ce serait dans l'idéal s'il n'y avait pas de perte de visibilité. Mais dans la réalité, comme on l'a dit, il y a une diminution. On voit ici donc avec cet histogramme des fréquences des distances perpendiculaires qui peut donc être modélisé par cette courbe de détection. Et donc, le principe, c'est que le nombre d'indices présents mais qui n'a pas été détecté, eh bien, ça correspond finalement à cette R ici qui est assurée, donc qui est la différence entre l'aire qui est sous la courbe, qui correspond aux indices qui ont été détectés, donc sous la courbe de détection, et l'aire du rectangle, qui serait ce qu'on aurait observé
s'il n'y avait pas de perte de visibilité. Et donc voilà, la proportion d'indices détectés correspond donc au ratio entre l'aire sous la courbe et l'aire du rectangle. Donc l'aire sous la courbe sur l'aire du rectangle, en réalité, c'est la somme de l'aire des barres de l'histogramme sur l'aire du rectangle. Donc ça, c'est sur le principe de l'analyse par distance sampling en utilisant la technique des transects à largeur variable. Pour pouvoir utiliser cette méthodologie, eh bien, il y a certaines conditions, et les conditions sont donc que tout ce qu'on observe, toutes les observations qui sont présentes directement au centre du transect, donc à proximité, dans la première classe de distance, et tous étaient observés. Donc on n'en a raté aucun. Et ça, c'est donc pour fixer la largeur effective donc, du rectangle bleu dans notre graphe de la diapositive précédente. Bien sûr, il faut que les distances perpendiculaires aient été mesurées avec précision à partir du centre du transect. Il faut également que la distribution des observations soit indépendante du transect. Donc on en a parlé un petit peu plus tôt, ça veut dire qu'il ne faut pas que le transect influence la position de l'observation, donc de l'indice. Donc il ne faut pas, par exemple, que le fait qu'il y ait déjà eu un transect qui était tracé, qui fait que, par exemple, tous les gorilles décident de faire leur nid dessus. Parce que ça, évidemment, ça invaliderait cette méthode. Et il faut également que les observations soient des observations indépendantes, faites à partir du transect. Donc c'est pour ça qu'on distingue les nids visibles des nids non visibles. Alors toutes ces données, on va les analyser avec un logiciel dédié qui s'appelle donc Distance Sampling et qui va permettre donc de déterminer une fonction donc cette courbe de probabilité de détection en fonction de la distance perpendiculaire. Et donc, grâce à cette analyse, on va pouvoir ressortir une densité d'indices de présence dans notre zone d'étude. Mais donc, on ne peut pas s'arrêter là puisqu'on a une densité d'indices de présence, on n'a pas encore une densité animale, donc d'individus. Donc, il faut convertir cette densité d'indices de présence en individus. Et pour ça, il faut prendre deux facteurs dans l'équation. Imaginez que vous ayez un enclos dans lequel vous avez un gorille. Et ce gorille, vous le rentrez dans l'enclos et il fait un nid de nuit. Chaque nuit, il va en faire un différent. Ça veut dire que le premier jour, vous allez avoir un gorille et un nid. Dès le deuxième jour, puisque le gorille va faire un autre nid, eh bien, on va avoir un deuxième nid. Donc, il y aura deux nids pour un seul gorille toujours. Troisième jour, même chose, on aura trois nids pour un seul gorille. Il va donc falloir voir combien de temps est-ce que ces nids restent visibles. Si par exemple un nid se décompose et qu'au bout de 10 jours, on ne va plus on va plus pouvoir savoir qu'il y avait un nid ici, eh bien, donc c'est la longévité finalement de ce nid ou ce temps de décomposition. Il peut donc y avoir 10 nids dans cet enclos, car le 11e jour, le premier nid qui avait été fait sera déjà invisible. Donc il y aura en tout temps 10 fois plus de nids qu'il n'y a de gorilles dans votre enclos. Donc c'est comme ça qu'on va donc devoir calculer un taux de production de l'indice. Donc ici, quand on parle de notre gorille, eh bien, on va parler du nid de nuit, donc le nombre de nids construits par jour. Si c'était un éléphant, on va essayer de voir le taux de production de crottes, par exemple. Et on va également prendre en compte le taux de décomposition de cet indice. Donc le nombre de jours nécessaires pour qu'il disparaisse et qu'on puisse plus le relever, le détecter. Donc
C'est comme ça qu'on va pouvoir faire une conversion entre les indices de présence et les individus, mais idéalement, on ne peut pas emprunter ces taux de conversion d'autres sites ou d'autres études qui ont été faites à un moment différent. Donc il faut que ces taux de conversion soient spécifiques au site et également à la saison durant laquelle vous allez faire votre inventaire faune. Voilà, donc pour les avantages et les inconvénients de cette méthode, clairement, c'est une méthode qui nous permet effectivement d'estimer des densités. C'est d'ailleurs une méthode qui a été préconisée pendant longtemps. Elle est standardisée. Clairement, elle a été scientifiquement éprouvée. Donc, c'est une bonne méthode pour pouvoir estimer des densités pour certaines espèces. Par contre, cette méthodologie, elle requiert un effort énorme, que ce soit en termes de temps, que ce soit en termes de moyens financiers et également finalement en termes de ressources humaines. La collecte et l'analyse ensuite des données via cette méthode est aussi relativement complexe et elle nécessite parfois d'avoir des partenariats supplémentaires pour pouvoir obtenir de réelles estimations de densité. Un autre problème, c'est qu'il faut beaucoup d'observations pour avoir une bonne précision, ce qui veut dire qu'il faut faire beaucoup d'efforts d'échantillonnage, donc avoir des dispositifs d'échantillonnage très importants. Et on l'a vu, on en a parlé dans une des slides, attribuer certains indices de présence à une espèce en particulier est parfois compliqué. Il s'agisse du gorille et du chimpanzé avec leur nid, mais également pour les crottes de céphalophes, par exemple, il est très difficile de pouvoir distinguer entre une espèce et une autre. Et finalement, les taux de conversion dont on vient de parler à l'instant, eh bien, rajoutent de l'imprécision à l'estimation de densité. Et donc, au final, ce que vous obtenez, c'est bien une estimation de densité, mais avec une marge d'erreur qui est quand même relativement importante, dépendant du design de l'étude que vous avez réalisée. Et donc voilà, pour conclure, on se rappellera qu'on peut utiliser cette technique des transects à largeur variable, spécifiquement pour des espèces comme les gorilles, les chimpanzés, les éléphants et éventuellement des céphalophes, pour lesquels on va souhaiter avoir donc des densités. Par contre, vu qu'on parcourt déjà les transects, on peut utiliser la même technique, mais cette fois-ci avec des transects à largeur fixe, pour toutes les autres espèces qui vont nous laisser des indices de présence, donc typiquement les moyens et grands mammifères. Alors cette méthode va être utilisée principalement pour la caractérisation initiale d'un site et éventuellement pour le suivi de certaines zones en particulier. Toujours en se rappelant qu'il y a cette difficulté à détecter ces indices de présence, qu'on va marcher à une vitesse maximale de 1 km à l'heure. Ça veut donc dire que généralement, une équipe d'inventaire peut réaliser entre 1 à 5 km par jour, dépendant du nombre d'indices qu'elle va trouver sur ces léons, sur ces transects. Et j'en parlais là tout de suite, la complexité quand même de cette méthodologie est relativement élevée. Voilà, eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cet exposé. Donc ici, on a simplement jeté les premières lignes sur cette méthodologie distance sampling. Il y a bien sûr, comme je vous l'avais annoncé au début, du matériel didactique qui est à disposition pour pouvoir en apprendre plus et aller un petit peu plus loin et approfondir un petit peu la thématique. Alors ceci clôture notre vidéo de formation. J'espère que l'exposé a été suffisamment clair pour vous et que vous allez pouvoir mettre en application les différentes notions que vous avez apprises. N'oubliez pas que vous avez toujours cet ouvrage de référence, hein, le guide faune, que vous pouvez télécharger si vous n'avez pas déjà fait, et dans lequel vous allez trouver énormément d'informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez toujours me les envoyer à l'adresse qui s'affiche ici en dessous. Allez, je vous souhaite une bonne continuation dans tous vos projets.